aussi, à la fin de chaque podcast, les invités nous donnent des idées. On fait des appels à action. Et par rapport à ces idées de ces projets-là, on se regroupe tous pour essayer de les faire avancer. Si certains invités veulent être les parrains ou plutôt les chefs de projet des projets ou des idées qu'ils lancent selon leur secteur, on les met aussi en tête de ces projets afin de fédérer une communauté autour de leur expertise et de pouvoir nous accompagner dans ces sujets. Donc voilà l'esprit de podcast. Donc l'esprit, c'est vraiment tester, élaborer et essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, vous abonner pour qu'on puisse tous lever ces projets ensemble. Et aussi, juste un appel pour remercier tous les sponsors, en particulier la Maison de l'Afrique avec son directeur, bien sûr, Monsieur Youssouf Kamara, qui sponsorise pas mal de nos épisodes. Donc je voulais passer un grand remerciement à la Maison de l'Afrique, justement. Voilà. Aussi Econov, qui est la boîte de consulting spécialisée sur SAP et sur l'ERP, qui est aussi l'un de nos partenaires et de nombreux autres partenaires à venir. Voilà, merci beaucoup à tous, à très bientôt et je vous souhaite un très bon épisode. Merci, au revoir. Il y a deux choses. Il y a des putschs militaires qui peuvent amener la terreur. Bien sûr. Il y a des putschs militaires qui peuvent amener... Maintenant, sur les questions des grandes puissances, elles n'ont pas les mêmes intérêts. Bien sûr. Les États-Unis n'ont pas besoin de ressources. Ils sont dans une stratégie de déni. Ils empêchent les Chinois d'accès aux ressources. Pourquoi ? Parce que l'uranium. Tu prends le cas de Orano au Niger. Maintenant, on récupère la concession, ce que j'avais déjà annoncé il y a longtemps, que Rosatom était intéressé par la concession, très bien. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Par contre, il y a un acteur qui est intéressé, c'est l'Iran qui est intéressé par l'uranium. Mais les Russes sont pas fous, hein. Ils sont absolument pas fous. Bonjour à tous, bienvenue à Cubecast. Aujourd'hui, le thème de ce podcast est du potentiel au réel. Donc, je suis très content d'accueillir un invité spécial aujourd'hui, qui justement est un visionnaire, est un stratège. Certains le définissent comme ça. Je le laisserai se présenter lui-même directement. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jérémy Tayeb. Bonjour Jérémy, comment allez-vous ? Ça va ? Très bien, et toi ? Ça va super bien. Merci d'être là. Donc, pour commencer, question de départ, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu dirais de Jérémy Tayeb ? Je dirais que je suis un opportuniste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, j'ai saisi des opportunités, je n'avais pas une feuille de route dans mon parcours, et j'ai saisi des opportunités qui m'ont amené vers l'Afrique. Voilà. Ok. Donc, c'est un opportuniste qui a su transformer les chances, le potentiel en réel. Qu'est-ce que cette phrase veut dire pour toi ? On essaye, parce que bon, sur différents sujets, tu as la vision, en tout cas ce que certaines personnes pensent dans le financement de projets ou autres, et la réalité, ou ce qui est possible de faire dans le concret. Donc voilà, c'est toujours, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment concrètement comment est-ce qu'on peut passer d'un sujet potentiel à une réalité qui va permettre du développement. C'est ça, le moteur, moi, c'est toujours le développement. Ok, donc c'est un côté pragmatique. Tu te définis un peu comme un pragmatisme, quelque part, qui truc. Et quelle est l'histoire, quelque part, avant qu'on connaisse le Jérémy Tayeb d'aujourd'hui ? Quels sont les débuts ? Si tu dois te définir en quelques phrases pour que les gens comprennent un peu ton histoire. Moi, j'ai commencé dans le diamant, okay. D'une façon aussi opportuniste, parce que c'était un secteur qui m'intéressait et qui m'a amené aussi vers l'Afrique dans un premier temps. Et ensuite, j'ai travaillé pour des cabinets de conseil opérationnel pour des fonds de private equity. Et des gens sont venus me voir en me disant, est-ce que des fonds peuvent financer potentiellement des projets en Afrique ? Au début, c'était un sujet que je pensais possible, potentiellement. Puis je me suis rendu compte très vite de la réalité, qui était beaucoup plus complexe, où les fonds se disaient, aujourd'hui, on est capable de limiter un risque financier, de le pricer, mais un risque réputationnel, on n'est pas capable. Okay. Et c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont intéressés par l'Afrique en se disant, peut-être qu'il y a des opportunités pour nous, mais concrètement, ce qui se passe, c'est que, par exemple, j'avais un exemple avec un acteur industriel qui vendait des machines et qui ont été utilisées potentiellement pour faire de la déforestation. Okay. Il n'avait pas ce sujet-là quand il était en Europe. Il a eu le sujet quand il a été en Afrique. Et ça, c'est très compliqué parce que vous pouvez faire les KYC que vous voulez. Il n'empêche que ce risque réputationnel, d'intermédiaire, de lien avec des pouvoirs en place, etc., est bien plus complexe. C'est-à-dire qu'en Afrique, bon, c'est compliqué de globaliser parce que la réalité en Afrique du Sud, en Angola, au Maroc, au Tchad n'a rien à voir. Mais globalement, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, tout est centralisé. Ouais. Donc, le rôle de l'État est très important. En France, quand les gens parlent de la France,
Il parle de Total, de Vinci et Eramet, mais alors Bien que sûr. ce n'est pas ces entreprises-là qui font vivre la France. Mm. C'est les 98% de PME, Qui font le tissu vivre. économique français, c'est 98% de PME qui ont grandi sans l'aide de l'État. Ça veut dire un entrepreneur ou un héritier familial qui a créé Bien sa sûr. boîte sans l'aide de l'État. C'est ça qui fait vivre. Et ce qui n'existe pas en Afrique. C'est ça le vrai problème. Ouais. Le vrai problème en Afrique, pour moi, c'est qu'on parle beaucoup de géants. On va parler d'un Dangote au Nigeria Ouais. qui va faire rêver les gens. C'est très bien, moi j'adore Ouais, ces justement. histoires, ça me fait rêver. Néanmoins, Dangote sans l'aide de l'État n'aurait jamais été Dangote. Ça ne remet pas en question aujourd'hui ce qu'il est, mais ça explique aussi certaines choses. Bien sûr. On a aussi le cas en France. Un Bernard Arnault aussi ne serait Bien pas. Il y a d'autres cas. C'est pas propre à l'Afrique. Mais ce Bien que je sûr. veux dire, c'est que si on peut parler de beaucoup de réussites industrielles en France avec des acteurs qui ont grandi sans l'aide de l'État. En Afrique, le secteur PME OTI est presque inexistant. L'industrie est presque inexistante. Et c'est ça le problématique pour moi aujourd'hui. Ok, donc si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a un problème de maillage entre les grosses entreprises et les petites, du moins, on va dire des PME, quelque part, un peu comme ce que l'Allemagne fait en Europe en termes de maillage, qui est un peu plus solide que ce qu'on a en France. Mais si on prend la France par rapport à l'Afrique, en effet, il y a un manque. Donc, quelque part, c'est ton point de vue sur cette question. Mais je veux dire, on sait qu'en France, quand même, il y a beaucoup d'aides, d'accompagnement des entreprises. Par exemple, quand on a eu le Covid, il y a des entreprises qui ont bénéficié de l'aide de l'État. Il y a eu, quoi qu'il en coûte, il y a eu pas mal de mots d'ordre qui ont été donnés dans ce sens pour porter, même aux États-Unis. Moi, j'étais sur les États-Unis à l'époque. Toutes les administrations occidentales ont quand même accompagné les entreprises. Et je dirais qu'il y a une structure ou une structuration à l'entrepreneuriat qui est quand même présente en France. Donc, l'idée de dire que les entrepreneurs français se font tout seuls, du moins plus que d'autres, en Afrique, je ne sais pas si... Alors, je vais te dire pourquoi c'est le cas. En France, dans d'autres pays d'Europe, en France, le cas, tu as la fiscalité une des plus hautes dans le monde. Bien Donc sûr. l'entreprise, même si elle a des aides, elle arrive à grandir sans l'aide de l'État, parce que même si tu as eu le quoi qu'il en coûte, qui est une situation exceptionnelle, même s'il y a parfois des dispositifs d'aide pour les agriculteurs ou autres, Bien sûr. globalement, tu as une fiscalité qui est extrêmement punitive. Et dans ce cadre-là, quand l'entreprise, elle arrive à performer, et surtout sur plusieurs générations, Ouais. c'est que le modèle économique fonctionne, que l'équipe fonctionne, etc. En Afrique, tu as le même système. Quand tu veux Bien créer sûr. ton entreprise, tu as des aides aussi de l'État dans certains pays. On va te donner le terrain bien gratuitement ou pour 1 euro symbolique, etc. Donc tu as ce système aussi qui existe. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on a voulu, de mon point de vue, on a voulu développer des grands et des géants très bien, avec une vision extrêmement court terme. Mais le sujet maintenant, c'est comment faire en sorte qu'il y ait un tissu économique avec des PME ETI qui se grandissent, qui se structurent, et non pas d'avoir 80% du travail qui est dans l'informel, sans Oui. pression fiscale, parce que quand c'est dans l'informel, il n'y a pas de pression fiscale. Et en fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que pourquoi, par exemple, la France n'a pas une note extrêmement dégradée alors que les finances de l'État l'État est en faillite. C'est parce que la France a les capacités de lever de l'impôt. Or, dans les États en Afrique, il n'y a presque pas d'impôt. Dans certains pays, je connais personnellement l'administration fiscale et comment et combien il y a de contribuables qui payent l'impôt par rapport au nombre d'habitants. Dans certains pays, c'est une fraction de fraction de fraction. Ce n'est pas le cas en France. Et c'est ça qui fait que la France arrive encore à fonctionner. Sinon, elle est en faillite. Je suis d'accord. Mais donc, toi, tu estimes que ce modèle fiscal français, c'est la réussite française, là où d'autres le critiquent en disant que, par exemple, dans certains systèmes anglo-saxons, par exemple, moi je prends beaucoup les anglo-saxons comme exemple, ils estiment que, par exemple, quand on parle en France de taxer les riches, tout le monde parle de s'enfuir. Quand on parle de taxe Zuckerman aujourd'hui à la télé de 3% ou 2% sur toute la richesse totale des riches, tout le monde monte au créneau pour dire qu'ils vont quitter la France. Donc, quelque part, donc toi, dans ton point de vue par rapport à ce paradigme africain, tu estimes que la taxation a fait de la France ce que l'Afrique n'arrive pas à être aujourd'hui, alors que ce système de taxation est critiqué d'une autre façon, non seulement par les riches et l'élite, et aussi le patronat français, littéralement. Le MEDEF critique cette taxe-là. Beaucoup de responsables se sont levés contre ça, et aussi le modèle anglo-saxon. Alors, moi, je ne fais pas la promotion du modèle fiscal français qui ne me convient pas du tout. Mais je dis juste que la situation actuelle en France fait que, malgré qu'on soit dans une faillite potentielle, on ne l'est pas réellement. Parce qu'il y a une capacité de lever de l'impôt. Je ne dis pas qu'il faut faire le même taxation, même système confiscatoire, mais il faut qu'il y ait un système où il y a une contribution globale. Ouais. Parce que ce qui a fait l'État-providence en France, qui fait qu'on a un système de santé, qui fait qu'on a une couverture santé, et qui existe dans très peu de pays d'Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, la couverture santé, elle est inexistante. Et c'est ça le vrai sujet. Alors, je ne dis pas qu'il faut appliquer un modèle fiscal confiscatoire, mais il faut faire en sorte de transformer l'économie informelle dans le secteur formel. C'est ça qu'il faut faire. Et ce n'est pas en mettant plus de régulation.
Parce que les gens disent, si demain, celui qui touchait dans l'informel 1 franc CFA, demain on touche 0,80 parce qu'il est dans le secteur formel, il ne va pas le faire. Oui, donc il faut qu'il gagne la même chose, donc il faut trouver un moyen de le faire. Et il y a plein de moyens. Je vous donne un exemple très simple. Okay. Dans les données sur la data, okay. si tu arrives à trouver des datas fiables sur le cloud services, c'est-à-dire tous les opérateurs, les Netflix et compagnie qui opèrent en Afrique, si tu arrives à trouver du flux de data, ce que ça représente, qui n'est pas taxé d'ailleurs, majoritairement, eh ben, tu verras, cette donnée, elle est presque inexistante. On n'en sait absolument pas. Donc moi, je dis, au lieu de trouver des régulations supplémentaires sur des choses inexistantes, il y a déjà sur des secteurs existants des mannes financières à pouvoir capter. Okay. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que tant que les gens disent souvent, oui, mais c'est l'étranger qui développe les pays, c'est la France avant, la Chine, la Russie, etc. Mais chaque pays défend ses intérêts, quel qu'il soit. La Russie, la Chine, les États-Unis, etc. Ce que la France critique aujourd'hui, elle le faisait il y a 50 ans. Alors, elle le fait peut-être plus aujourd'hui, mais elle le faisait il y a 50 ans. Quand elle dit les Russes font ci, la France le faisait il y a 50 ans. Bon. Justement, je profite, comme tu me parles de la Russie et autres, et j'en profite pour aller dans le secteur énergétique français qui est menacé en termes de sources d'approvisionnement, quelque part. Si on part du principe qu'aujourd'hui, en parlant du Sahel, il y a eu des remplacements avec Africa Corp venant de la Russie, qui aujourd'hui potentiellement rend cette zone-là, qui est l'arrière de l'Occident en termes de proximité, le Sahel, quelque part, qui devient cette zone déserte de 100 fois ni loi où tout le monde prend une position et qui, quelque part, menace cet approvisionnement énergétique. Et en plus, de l'autre côté, la Russie, qui aussi réduit l'approvisionnement énergétique. On peut dire que l'Occident, quelque part, est pris dans une sorte de canevas par rapport à ça, et aussi l'Afrique, quelque part, puisque de plus en plus, même sans forcément aborder les questions militaires ou trucs, mais bon, c'est des questions économiques, hein, parce que l'économie est automatiquement impactée par le côté politique et l'instabilité. Et j'en profite pour poser cette question de manière globale. Comment cette zone-là se développe avec toute cette période, cette géopolitique un peu bouillonnante? Bon, alors, tout d'abord, moi, je pense que j'ai pas un prisme de lecture en disant d'un côté, la démocratie va amener le développement ou un putsch militaire va amener la terreur. Il y a deux choses. Il y a des putschs militaires qui peuvent amener la terreur. Bien sûr. Il y a des putschs militaires qui peuvent amener le développement économique, la stabilité. L'un ne veut pas dire automatiquement, et la démocratie, on l'a vu, n'a pas forcément amené le développement. Oui, d'accord. Pour une raison très simple. C'est qu'on a centralisé des choses au niveau du pouvoir politique. On n'a pas décentralisé. Je donne un exemple très simple. Un pays où j'allais plutôt régulièrement, le Niger. On a une capitale qui est à Niamey. On aurait dû faire une capitale à Zinder, par exemple, une capitale économique, ce qu'elle était au début. On a changé de capitale, avant c'était Zinder et on est allé à Niamey. Parce que sur un pays de 25 millions de personnes, c'est pas possible de centraliser tout à Niamey. Okay. Donc maintenant, sur les questions des grandes puissances, elles n'ont pas les mêmes intérêts. Les États-Unis n'ont pas besoin de ressources. Ils sont dans une stratégie de déni. Ils empêchent les Chinois d'accès aux ressources. Pourquoi ? Parce que les Américains, sur leur sol, ils ont déjà accès à un nombre incalculable de ressources. Même ils peuvent en aller au Canada. Ils n'ont pas besoin de ressources. Contrairement, les gens, quand ils me disent « Oui, mais les États-Unis, ils ont besoin du pétrole du Nigeria. » Non, ils ont des réserves légales. Ils ont des réserves inépuisables. Mais sans vous couper dans leur stratégie, l'idée, c'est de sauvegarder leurs réserves, de ne pas les utiliser en dernière ressource. C'est d'empêcher les autres de ne pas les avoir. Et je rebondis sur la question des réserves. La vraie question, la vraie stratégie de l'Amérique, c'est le dollar par rapport aux commodities. Donc, OK, sur les réserves, ils en ont sous leur sol, mais le problème d'acheter en devises différentes les commodities, c'est-à-dire le pétrole et tout ce qui est principalement le pétrole, différentes que le dollar, là, on touche le point américain. Alors, je vais revenir sur ce point-là après, parce que justement, je veux parler du CFA juste là-dessus. Donc les Américains, ils n'ont pas besoin des ressources, mais ils ont besoin d'empêcher les Chinois de les avoir. Oui. Les Chinois, ils ont besoin des ressources. Pour une raison très simple, c'est que la qualité du sol en Chine, au niveau géologique, est mauvaise. Et ça, on ne peut rien faire. La RDC est un des sous-sols les plus riches du monde. La Chine, non. Bon, c'est comme ça. Donc la Chine a besoin d'exploiter les minerais pour sa croissance. C'est le premier consommateur et le premier producteur d'acier dans le monde, avec 50% de la production mondiale. À côté de ça, il y a la Russie. La Russie, elle n'a pas besoin aussi de ressources, elle en a sur son sol. Néanmoins, elle est coupée du système SWIFT. Donc aujourd'hui, avec les sanctions, elle ne peut rien faire. Donc elle n'a pas la capacité de développer des grands projets d'infrastructure en Afrique, contrairement aux grands discours. Néanmoins, elle peut faire des deals, c'est-à-dire minerais contre armement. Elle donne de l'armement et en échange d'accès aux minerais, or ou autre.
Bon, moi, j'ai pas un prisme de critique en disant ce que font les Russes, c'est pas bien, est-ce que les Français font très bien, est-ce que les Américains font pas bien, et les Chinois, c'est très bien. Non, chacun défend ses intérêts. Dans ce cadre-là, les Européens, ils ont une position qui est un peu compliquée. En tout cas, les Français. Initialement, le franc CFA avait été créé pour capter un marché intérieur dans les pays africains, zone CFA. C'est vrai. Il devait y avoir 20% du marché réservé à la France. Ouais. Et finalement, ce marché, d'année en année, a baissé avec les changements de régime et même de stratégie, entre guillemets. Maintenant, ce qui se passe, les gens disent qu'il faut sortir du franc CFA. Ce qui est vrai d'un point de vue logique. Idéologique et souverainiste, voilà, on est d'accord. C'est logique de sortir du franc CFA, puisque quand on a le pouvoir sur la monnaie régalien, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est vrai d'un point de vue. Maintenant, quelles sont les conditions pour y arriver ? Aujourd'hui, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si on sort du franc CFA maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que les pays de zone CFA ne le demandent pas, parce qu'ils le savent. Si on sort de la zone CFA, qu'est-ce qui se passe ? Tous les gens qui font aujourd'hui des devises en US dollars, aujourd'hui, comme le franc CFA est arrimé à l'euro, quand on fait en franc CFA, c'est comme si on faisait en euros. On aura une monnaie locale qui va fluctuer énormément avec une inflation énorme, ce qui est un cas classique, et personne ne voudra utiliser cette monnaie pour les contrats en énergie, en pétrole, en armement, etc. Par contre, sur est-ce que la femme ira acheter son poisson au marché ou est-ce que la personne ira acheter des noix de cajou en monnaie locale ? Oui, elle le fera. Très bien. Mais ça sera juste pour des petites choses. Et la vraie économie, elle sera dans une monnaie qui sera autre. Donc soit l'US dollar, soit le yuan. Pourquoi aujourd'hui les gens, ils se demandent pas pourquoi est-ce que la Chine respecte la France. Elle ne respecte pas la France parce qu'elle a un siège au Conseil de sécurité ou parce qu'elle a l'arme atomique. Tout le monde sait que personne n'osera appuyer sur le bouton atomique en France. En tout cas, j'espère. En tout cas, voilà la situation. Mais le vrai sujet, c'est que la France, elle est en zone CFA et que ça permet à la Chine de faire des deals en franc CFA qui est arrimé à l'euro et donc d'avoir une stabilité monétaire. Et donc, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, la Chine, elle respecte la France uniquement pour ça. Donc les grandes puissances, je dis, ont des intérêts différents. Maintenant, aux pays africains, de trouver leurs intérêts. Moi, souvent, je dis, mais c'est pas on voit des changements de régime et les gens remettent en question les deals qui ont été signés à l'époque. Mais les gens sont libres de signer. Bien sûr. S'ils ont signé X et qu'après, et c'est ça que certains chefs d'État ont du mal parfois à comprendre, c'est la portée au niveau international des investisseurs. Si moi, j'ai plusieurs milliards à investir, c'est moi qui décide du projet. C'est moi qui vais décider. Si demain, vous avez un Elon Musk qui va en Afrique, c'est lui à qui on va ouvrir le tapis rouge. Je suis totalement d'accord sur ce point-là, mais récemment, par exemple, pour rebondir sur ce point, sur le fait que c'est l'investisseur extérieur qui décidait ou qui décidait avant, il y a un nouveau paradigme qui commence à se mettre en place petit à petit. Récemment, le Congo, par exemple, le dernier trimestre a bloqué les exportations de cobalt. On a vu, ils ont mis un tonnage limite pour sortir du pays, puisque souvent, il y a eu pas mal de tonnes qui sortaient sans forcément de contrôle de ce qui sortait des différentes exploitations. Et le Congo a voulu reprendre une certaine souveraineté sur ses matières premières et ils ont mis une limite sur le tonnage exporté à l'extérieur. Ça a fait bondir le prix du cobalt de 28% en moins de 15 jours. Et spécialement pour les Chinois, parce que c'est les Chinois qui sont les premiers acquéreurs du cobalt, quelque part, et aussi le lithium dans d'autres pays à côté. Donc petit à petit, même si on est d'accord que ce n'est pas généralisé, ce n'est pas maîtrisé, il y a quand même cet aveu de souveraineté de certains pays producteurs africains, ou du moins détenteurs de ces matières premières, qui commencent à se manifester petit à petit, et j'irai jusqu'au Niger avec Orano, ce qui s'est passé avec les nouveaux pouvoirs en place, et avec Orano anciennement Areva. Donc il y a quand même ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette... Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Tu prends le cas de Orano au Niger. Ok, très bien. Maintenant, on récupère la concession, ce que j'avais déjà annoncé il y a longtemps, que Rosatom était intéressé par la concession, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Rosatom n'a pas besoin d'avoir de l'uranium du Niger. Par contre, il y a un acteur qui est intéressé, c'est l'Iran qui est intéressé par l'uranium. Mais les Russes ne sont pas fous, hein. Ils ne sont absolument pas fous. Ils ne vont jamais vendre. Déjà, il y a quelque chose que les gens n'ont pas conscience, c'est que quand on est dans le club des pays nucléaires, on n'a aucune envie qu'il y en ait un nouveau qui vienne. Bien Zéro. sûr. On a un avantage, pourquoi laisser un autre pays avoir l'avantage ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils sont coupés du système SWIFT. S'ils récupèrent l'uranium nigérien, ils pourront toujours agiter l'épée de Damoclès auprès des Occidentaux en disant « Regardez, si vous me coupez là-dessus, moi, je vends à l'Iran. » Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Il ne faut pas oublier, je vous donne un exemple très simple, l'Iran et Israël sont deux pays opposés. Israël a peur que l'Iran utilise la bombe atomique contre eux. La Russie
il y a 15% de la population en Israël qui est russe, russophone d'origine. Donc, il y a des liens très, très étroits. Entre la Russie. La population, l'élite russe, il y a beaucoup de populations issues de la communauté juive. Donc, ils ne vont pas être sur ce schéma-là. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Maintenant, sur la souveraineté, il y a pour moi une différence entre souveraineté et indépendance. Les États sont toujours souverains. Mais la France, les pays européens ou dans le monde entier, ils sont toujours souverains. Il y a peu de pays. Je dirais que peut-être la RDC a un problème de souveraineté sur l'entier territoire. Qui ne maîtrise pas la totalité du territoire. Donc ça, c'est un vrai problème de souveraineté et pas d'indépendance. Mais le problème de souveraineté, les pays ont leur souveraineté. Maintenant, quand on signe un accord, qu'est-ce qui va se passer avec Orano? On va avoir un arbitrage international. Bien sûr. L'arbitrage va coûter des millions d'euros. Différence entre Orano et Niger, c'est que le Niger va être bloqué. Alors que Orano peut faire des deals à l'international comme ce qu'ils continuent à faire. Ils en font dans le monde entier. Je ne sais pas si le Niger va être bloqué en tant que tel, puisqu'ils ont commencé quand même petit à petit à reprendre la main. Et quelque part, aujourd'hui, je pense que, après c'est mon avis, mais je pense que les matières premières, c'est clair que tant que, entre guillemets, ils sont au pouvoir, ils peuvent du moins orienter, c'est sûr. Maintenant, je ne pense pas que Areva tout seul puisse bloquer totalement la vente d'uranium. C'est comme ça. Quand vous avez un arbitrage international, comment ça se passe? Quand il y a un arbitrage international, vous avez des actifs qui peuvent être mis en garantie. Et il y a des actifs qui sont des actifs officiels, c'est-à-dire par exemple l'avion présidentiel. Vous avez le droit, c'est arrivé, il y a beaucoup de cas où l'avion présidentiel a été bloqué. Parce qu'il y avait des garanties. Et en fait, demain, quand vous n'avez plus de sécurité juridique, je dis pas que Orano a raison, ou que le Niger a raison, ou que Orano a tort, ou que le Niger a tort. Je parle de manière générale. Quand on a un problème sur un deal, il y a toujours... En fait, il vaut mieux avoir un mauvais arrangement qu'un procès qui va durer des années. Mais prenons le cas justement du Niger et de ces pays qui ont quelque part fait sécession, dans le sens de ce qu'on peut appeler tout organisme logique et normaux, d'où la remise en cause de la plupart des contrats quelque part. Donc je veux dire, pour moi, aller dire aujourd'hui à tout ce qui est AES quelque part, pour simplifier en termes de zone, on va vous attaquer sur une cour, vous respectez pas ci, vous respectez pas ça. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens dans leur sens où ils font une révolution pour sortir d'un système. Donc je veux dire, venir leur dire que quelque part, on va bloquer votre avion présidentiel alors que les 3/4 ne sortent pas pour aller faire des visites internationales si ce n'est pas en Russie, et pour le coup c'est bien structuré, ça n'a pas forcément beaucoup de sens par rapport aux juridictions internationales. Et récemment, on a encore vu certaines juridictions internationales où certains juges ont émis des jugements et se sont fait confisquer leurs comptes en banque et autres. Donc, ça veut dire que quelque part... C'est encore différent. Oui, non, tout est différent. Mais ce que je veux dire par là, même si c'est différents cas, différentes structures, c'est cette légitimité d'une justice, entre guillemets, internationale qui arriverait pour résoudre des problèmes, des cas et compagnie, qui finalement, au niveau international, sur pas mal de points de vue, ne fait plus forcément sens pour beaucoup de gens. Moi, c'est l'analyse que je fais. En fait, l'AES... moi, j'ai rien contre l'AES d'un point de vue idéologique, etc. Que trois États enclavés se mettent ensemble en se disant on est plus fort ensemble que quand on est seul. Je n'ai pas de problème là-dessus. Sauf que le problème de l'AES, c'est que ce n'est pas l'AES contre les États occidentaux uniquement, ce qui pourrait... L'AES contre les États africains. Très bien. Mais il y a... Quand je vois le sujet entre le Bénin et le Niger, je me dis, mais... les frontières sont extrêmement poreuses. Combien de Béninois sont mariés avec des Nigériennes? Combien de Nigériens sont mariés avec des Béninoises? Les pays ne sont pas ennemis. Ils sont des pays frères. Et quand il y a l'histoire de dire, oui, mais il y a eu des bases françaises au Bénin. Ce que les gens n'arrivent pas à voir, c'est que pour envoyer des forces spéciales dans un pays, pas besoin d'avoir de base militaire. Quand il y a eu le coup d'État au Niger, moi, à mon avis, ce qui a dû se passer, je n'étais pas dans les papiers du gouvernement français, mais à mon avis, ce qui a dû se passer, il y a eu le coup d'État au Niger. Le président Macron a dû demander à son conseiller Afrique, qui était Franck Paris à l'époque, de dire qu'est-ce qu'on fait. Il a dû lui dire, il faut voir avec la CEDEAO. La CEDEAO a dû dire, consulter, le poids lourd de la CEDEAO, c'est le Nigeria. Maintenant, le Nigeria est extrêmement proche des Américains. À mon avis, ce qu'a dû faire les États-Unis à l'époque, ils ont dû dire à la CEDEAO, oui, on vous soutient. La CEDEAO a dû dire à Macron, on vous soutient. Et Macron a dû voir le truc en disant, comme à l'époque avec Sarkozy et les infirmières bulgares, je vais sauver le président Bazoum. Alors que pour moi, à aucun moment les Haoussa du Nigeria allaient combattre les Haoussa du Niger. On est d'accord, c'est la même famille. C'est très compliqué. C'est clair. Ça veut dire,
Moi, je ne vois pas le cas arriver. Donc pour moi, c'était de rentrer sur une question de guerre. Soit on fait la guerre et on ne le dit pas, mais on n'annonce pas qu'on fait la guerre. Si vous voulez intervenir militairement, il fallait envoyer des forces spéciales le jour 2 et fin d'histoire. Mais pas de dire on va attaquer. C'était une erreur politique stratégique. On est d'accord. Maintenant, sur le fond, moi, je vois le développement économique. Qu'est-ce que les pays de l'AES ont fait économiquement dans les pays ? Aujourd'hui, les pays n'ont presque pas bougé économiquement. Et pourquoi ? Et là où il y a un problème, c'est que, et là c'est un problème, là je parle du côté occidentaux, c'est que beaucoup de gens pensent que les sanctions vont affaiblir les pays. Il n'y a pas de sanctions réellement qui affaiblissent ces pays, pour une raison très simple. C'est que ces pays, les populations ont une capacité de résilience très forte. Ils sont déjà habitués. Ils sont habitués. Moi, si on m'enlève mon petit confort, moi je ne suis pas bien. On est d'accord. Voilà. Mais je veux dire, celui à qui ça pose problème, c'est le Français qui parle tous les jours à la télé des retards de train, du métro qui n'est pas à l'heure, qui a 5 minutes de retard, etc. Lui, il va se plaindre pour ça. Eux, ils seraient contents d'avoir un métro. On est d'accord. Voilà. C'est clair qu'il y a une différence de trucs qui fait que voilà. Non, mais c'est pas là-dessus. C'est clair qu'il y a énormément de problèmes en Afrique et on pourrait les passer les uns après les autres pour le coup. Mais j'ai envie de rebondir un peu sur l'une de tes activités en Afrique. Qu'est-ce qui t'a amené ? Parce que quand on t'écoute, quand on t'entend quand même, on sent que tu maîtrises un peu quand même le sujet. Hein, c'est clair qu'il faut le dire, de différents pays, d'un pays à un autre. Et je pense que pour les spectateurs et les gens qui te connaissent peut-être pas encore mieux, de comprendre un peu quel a été le lien pour que tu développes cette expertise et cette connaissance assez proche du terrain, quoi. J'ai été dans des projets assez complexes, avec deux verticales, principalement dans le domaine minier, des projets d'infrastructures long terme, où il y a du minerai et des infrastructures, sur lesquels j'accompagne plusieurs projets dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, et après des deals spot, c'est-à-dire un acheteur et un vendeur sur des deals court terme dans des projets miniers, dans l'or ou autres sujets. Ok, man in the middle. Voilà, exactement. Et voilà les deux verticales que j'ai. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai communiqué sur des sujets de politique intérieure où les gens étaient intéressés. Comme il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le sujet, voilà, comme j'ai pas de langue de bois. Non, mais tant mieux, au contraire, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a une vue panoramique de tout ça. Et quelque part, je sais que souvent, pour citer certains de tes posts sur LinkedIn, puisque je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, et en particulier LinkedIn, je vois que pas mal de gens sont très intéressés de tes prises de position, de ton point de vue et de ton franc-parler, pour le coup. Donc, c'est intéressant de l'avoir aussi sur le podcast et de rebondir sur ce domaine, comme tu disais, sur les deals miniers, sur les deals de l'infra, parce que ce podcast est là aussi pour parler business. Hein, voilà. Et moi, je pense que les spectateurs ont peut-être besoin de comprendre un peu plus ce typologie, comment ça fonctionne le secteur minier, comment fonctionne la logistique, comment fonctionnent les infrastructures, quel est le manque, quel est le besoin. Et par exemple, si on veut reprendre l'un de tes projets phares, Africa Rail, par exemple, qui était l'un des projets pour essayer d'avoir tout ce contexte et cette vision. Okay. Alors, dans les projets miniers, tout dépend du type de minerai. Tu as des projets qui nécessitent des infrastructures lourdes, comme par exemple le projet Africa Rail, qui est un projet entre le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Ok, Bénin, juste pour Bénin, Niger, Burkina Faso et Togo. Ok, donc tout l'Ouest africain. Exactement. En fait, l'idée, c'est très simple. C'est de prendre le minerai de manganèse de Tambao au nord du Burkina Faso, le minerai de fer... Juste pour t'arrêter là, l'idée, c'est souvent aussi de mettre un peu derrière les minerais, quelle est l'utilité finale. Parce que moi, je le comprends, mais pour que les gens... Je vais te la donner à la fin. Tu vois, on prend le manganèse au nord du Burkina Faso, à Tambao. On prend le minerai de fer à Saï, au Niger. Avec le fer et le manganèse, on fait de l'acier. Et on fait deux choses. Après, on descend au Bénin pour pouvoir avoir une partie des terres rares. Et on descend au port de Lomé, qui est un port en eau profonde, pour exporter le minerai. Pourquoi c'est intéressant pour les pays et pourquoi c'est intéressant pour les investisseurs ? Pour les investisseurs, on fait de l'acier. Ça peut intéresser les Chinois, les Indiens, les Américains, etc. Au niveau local, l'idée, c'est de faire une filière sidérurgique sur place pour alimenter la sous-région en acier, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'approvisionnement local en acier. Et moi, c'est ce que je pense que c'est extrêmement important. Le marché local aussi important que l'exportation, on est d'accord. Et juste pour rebondir dans le lot, je t'ai pas entendu parler du projet Simandou, le fer qui est sur les Fouta Berlon et autres. Alors, sur le projet Simandou, c'est là où les États...
le rôle de compréhension des enjeux géopolitiques est très important. Mhm. Je prends le projet Simandou. Pourquoi pendant très longtemps ça n'a pas fonctionné? Ouais. Simandou, c'est un projet de fer avec une très bonne teneur en fer. Je crois qu'on doit être à 60, L'une des meilleures au monde, 65%. c'est pareil. Pendant très longtemps, qu'est-ce qu'ont fait les Guinéens? Ils ont dit, on veut exploiter le fer. On va voir qui? Les Australiens qui sont leaders dans le domaine. Ils ont l'argent, ils ont le savoir-faire, etc. C'est vrai, la filière minière en Australie est très bien développée très avec des développée. standards de qualité très élevés. Très bien. Maintenant, les réserves de fer de l'Australie sont extrêmement importantes. Pourquoi aller en Guinée alors qu'on peut Ils ont l'exploiter déjà- ok. sur place? C'est exactement pareil que si tu vas au restaurant et que je te dis, bah tiens, toi tu manges un plat, je te dis pas est-ce que tu peux en prendre deux, mais je te dis tu peux en prendre 10. Tu vas me Ouais. dire, mais pourquoi 10? J'ai plus faim au J'ai bout plus d'un faim. ou deux. On est d'accord. Bon. Et bien là, c'est le même système. Eux, ils n'avaient pas besoin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient besoin d'empêcher les Chinois de pouvoir accéder aux minerais de fer Ah, pour d'accord. pouvoir vendre leurs minerais à $150 la Plus tonne. élevé. Donc en fait, il y avait des enjeux Géopolitiques. économiques et Ouais. stratégiques de pouvoir garder une part de marché plus élevée et monter les prix du fer. Donc d'éviter qu'on exploite celle de Simandou, ça allait faire baisser le cours de leur fer à eux. Exactement. Et quand on m'a demandé, moi j'avais dit, mais autant aller voir les Chinois qui ont besoin du minerai de fer. Ouais. Alors que les Australiens n'ont pas besoin. Pourquoi ils iraient là-bas? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on fait des études de faisabilité, environnementale, etc. Et comme ça, on peut perdre à peu près 10, 15, 20 ans. 10-15 ans pour... Pendant 20 ans, ils n'ont rien fait. Et pendant ce temps-là, ils permettaient de continuer à écouler leur fer. Maintenant, ils se retrouvent dans une position, et c'est là l'enjeu de Simandou, Ouais. où il y a deux acteurs, Rio Tinto et Rio les Chinois, Tinto, ouais. et Chinalco, et donc avec un consortium chinois. Donc, c'est deux intérêts qui sont opposés. Ouais, pour le coup, Néanmoins, je pense qu'il y a deux choses. Un, le projet Simandou est important, bien sûr. mais c'est pas qu'avec Simandou Qui vont qu'on va développer le pays. C'est pour ça que d'ailleurs qu'en parallèle de Simandou, qui est le projet Simandou, il y a quelque chose qui est un peu moins connu, qui est le programme Simandou, pour Ok. pouvoir accompagner au niveau local le développement économique. Mais moi, je reviens sur des choses où les grands projets sont importants. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une malédiction du pétrole au Tchad, sûr. par exemple, etc. Pourquoi les gens disent qu'il y a une malédiction des ressources? C'est parce qu'il ne faut pas capitaliser que sur ces ressources-là pour développer Ouais. le pays. Comment la Suisse s'est développée sans infrastructure, Bien sûr. sans ressources. Sans ressources. D'autres pays sont développés en très peu de temps. On prend la Corée, Singapour, Dubaï, Bien Israël. sûr. Ils se sont développés en très peu de temps, alors qu'ils avaient eu certains avaient eu des guerres avec des problèmes. des sujets très complexes. Pour autant, c'est pas toujours un sujet d'argent. Parce Bien sûr. qu'on a déversé en Afrique plus d'argent que pour tout le plan Marshall en Europe. On est d'accord. Donc c'est pas une question que d'argent. Parce que si l'argent est capté par une certaine Élite. élite et pas par le reste, ça Non, sert à c'est rien. exact. Il n'y a pas de redistribution, il n'y a pas de restructuration de cet argent. Et pour le coup, c'est un très bon sujet. Et il y a 2-3 sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir. C'est-à-dire que c'est clair que Simandou était présenté par les autorités, en tout cas de ce qu'on voit en termes de publicité, de marketing, comme vraiment le projet phare de la nouvelle administration en Guinée actuellement. Et il y a eu, il y a quelques semaines, il y a eu une inauguration avec le président rwandais, je crois, et d'autres présidents qui étaient présents, plus le consortium qui exploite la zone. Et l'idée, c'est de vraiment développer toute la région en partant de ce truc. Donc, ça peut être un avantage comparatif, c'est sûr, pour développer une région ou un pays. Après, est-ce que c'est un plan à long terme? Et comme tu as dit, derrière, il y a un programme. Mais en effet, si on prend déjà, ne serait-ce que l'Afrique de l'Ouest, entre guillemets, l'Afrique francophone, on peut aller à l'Afrique centrale aussi, il y a pas mal de projets comme ça, comme les projets baleine, pétrole entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où des nouveaux gisements pétroliers ont été découverts aussi, Simandou en Guinée, le Niger et d'autres endroits. Et puis, bien sûr, Dangote. Moi, j'aime bien faire le parallèle entre le monde francophone et anglophone. Par exemple, si on prend ton positionnement dans l'infrastructure, on va dire, autour des commodities, pour faire le lien entre les deux, l'équivalent, ce serait, par exemple, soit un fonds BlackRock aux États-Unis avec le rachat qu'il y a eu d'infrastructures partenaires du Nigérien qui a revendu sa boîte à plusieurs milliards de dollars aux Américains. Comment ça se fait justement que ces pays anglo-saxons-là, ces pays américains, ces pays anglophones, même si on prend l'exemple de Dangote qui a construit l'une des plus grandes raffineries au monde aujourd'hui en termes de capacité, plus grande que celle qui est en Inde, comment ça se fait que dans le monde francophone, de notre côté, on n'arrive pas à réaliser ce genre de gros projets dans un premier temps? Et aussi, quel est ce parallèle entre ce monde d'investissement, de private equity américain, anglo-saxon, où on voit des gros financements, des gros rachats qui se mettent en place, et on a encore l'impression que dans le monde francophone, malgré tout ce potentiel, il n'y a pas cette puissance de frappe?
Ouais, alors la différence entre les pays anglophones et francophones en termes de mindset, Mhm. j'entends souvent dire oui, les pays anglophones se développent beaucoup quand on voit que les pays Bien sûr. francophones se développent moins. C'est vrai pour une partie, Mhm. si on enlève la Côte d'Ivoire, qui est un peu Bien l'exception, sûr. pour une raison assez simple, c'est que pendant la colonisation, Mhm. il y avait une grande différence entre la façon de procéder des Anglais Britanniques et et des Français. Et en fait, la mentalité est restée à peu près la même. Ok. C'est-à-dire que post-décolonisation, Mm. on a des liens qui sont encore très forts entre la France Et les pays, et les pays, ce qui n'est plus du tout le cas Chez pour les anglo-saxons. ex-colonies britanniques. Donc, c'est resté c'est une question de mentalité, de mindset, C'est culturel. qui fait que c'est culturel. Pour moi, je le vois quand je vois le Ghana, Bien sûr. le développement du Ghana, que je regarde que les routes, il y a des routes pavées, enfin bitumées, que les évacuations d'eau, ça fonctionne bien, etc. Alors, il y a un côté un peu aussi vitrine, mais au-delà du côté vitrine, je trouve que je vois un pays comme le Ghana et je me dis, bon, je trouve que le pays se développe. Mais pour reprendre l'exemple du Ghana, parce que moi je me rappelle bien, quand j'étais petit, j'étais dans un pays voisin à côté, et je voyais les Ghanéens qui venaient en immigration à l'époque dans ce pays-là, quelque part. Et c'est clair que les 10-15 dernières années, le Ghana a fait une accélération qui a justement fait passer, comme tu dis, ce pays-là vraiment qui devient un grand acteur aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qui fait que justement, en si peu de temps, ces pays-là réussissent? Parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, ils étaient tous à peu près dans le même truc, hein, on va dire globalement, même après les indépendances. Hein. Et on va dire ces 10-15 dernières années, il y a eu un boom de ces pays-là. Est-ce que c'est dû à leur diaspora qui vivent dans des pays occidentaux comme l'Angleterre ou les États-Unis qui ont su revenir, moderniser leur pays avec des capitaux qu'ils ont pu envoyer? Ou voilà, Non, je sais pas. Alors, je crois pas. Déjà, c'est une question de stratégie et de gouvernance. J'ai très peu de... le sujet de la diaspora, pour moi, Ouais, il est pas. il est rarement pertinent dans le sens où quelqu'un qui a grandi, qui est allé dans son pays, qui est venu après dans un pays américain ou européen, qui a Bien lancé, sûr. etc., qui a vécu avec un confort qui n'est pas celui qu'il a vécu là-bas, On est d'accord. qui n'a plus l'accès au réseau de pouvoir de son pays, On est d'accord aussi. Qui est coupé. qui est coupé. Déraciné pratiquement souvent. Ouais. Faut le dire, hein, faut le dire. Se dire, je suis originaire du pays, Mhm. donc je vais, en revenant parce que j'ai un background dans une école américaine et tout, je vais réussir à développer. Pour moi, c'est complètement une illusion. C'est hors sol. C'est hors sol. Moi, j'ai vu des gens qui étaient habillés presque comme des mendiants et qui étaient presque les hommes les plus riches de leur pays. Oui, ça, j'ai eu un invité il y a pas longtemps justement qui me disait ça. Il me dit, moi, je connais des commerçants limite habillés localement qui vont en Chine, qui t'exportent des millions, Ouais. qui revendent des millions, qui n'ont jamais demandé de financement public ou qui connaissent pas ces histoires de financement public, qui font tout à la main, à la confiance entre eux et qui réussissent à se développer. Donc, on revient à ce côté de l'informel, comme tu disais en début ou propos préliminaires quelque part. Donc, tu estimes que en fait, c'est une sorte de, quelque part, de fight de vision entre cette intelligentsia diasporadique qui pense qu'elle peut changer les choses, je ne sais pas si c'est le bon mot, Ouais, mais ouais, si. qui pense qu'elle peut changer les choses, et ces entrepreneurs informels qui sont des commerçants du quotidien qui arrivent à depuis le terre-terre, comme on dit, lever leur pays ou du moins développer des business qui sont rentables. Et toi, je pense que, étant un peu pragmatique, tu as eu affaire à tous ces gens-là et tu as vu entre ce potentiel de diaspora et cette réalité de gens qui sont sur le terrain, en fait, c'est ça. Ouais, en fait, moi, comment ça s'est passé? C'est que quand je suis allé dans des pays africains, je ne suis pas arrivé avec une idée préconçue. Alors, on a toujours des a priori, et quand tu vas quelque part, tu bien as sûr. forcément un a priori sur quoi que ce soit. Mais je suis arrivé avec le minimum d'a priori. Enfin, en tout cas, j'ai essayé, je me suis forcé à ne pas en avoir. Quand je suis arrivé dans certains pays, j'ai vu ce qu'on me disait à l'étranger, ce que me disaient des personnes de la diaspora, parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils ont un Bien sûr. sentiment, et la réalité. Puis, mais Ils idéalisent leur il pays y, a- un il y a- peu. il y a un scam là. D'accord. Il y a une arnaque. Ouais, Qu'est-ce qui s'est d'accord. passé D'ailleurs, le gars t'a vendu le rêve, quand t'arrives sur place, tu fais attends, non, là, c'est pas- qu'est-ce- je vais qu'est-ce t'expliquer que- comment fonctionne ton pays, c'est pas Attends, comme ça. non. Il se passe quelque chose. Et en fait, je dis de la même manière que est-ce que les gens qui sont, tu vois, je prends l'exemple de la France, beaucoup de choses sont centralisées à Paris. Bien Est-ce sûr. que celui qui est à Toulouse, qui est à Bordeaux, il sait ce qui se passe au niveau du gouvernement français? Non. Non. L'origine d'un pays ne veut pas dire forcément que tu peux le connaître bien géographiquement, Bien sûr. mais ne veut pas dire que tu connais les réseaux de pouvoir et ce qui se Exactement. passe derrière les dits, derrière dans les coulisses. Donc, clair. je connais des gens qui sont étrangers, qui connaissent infiniment plus Le pays. certains pays que d'autres qui sont locaux. Et je Que connais l'inverse aussi. Donc,
Pour moi, la diaspora, en tout cas, les sujets que j'ai eus, des gens très intéressants avec qui j'échange, toi, d'autres, etc., qui ont à cœur de vouloir développer. Il y en a d'autres à qui je me dis, mais il y a un problème. Et souvent, ceux qui sont écoutés par les gouvernements français et autres racontent n'importe quoi. Ceux qui ont les audiences dans les choses. Mais quand je dis n'importe quoi, les experts de salon d'après. Ah non, mais je suis choqué. Quand je vois qu'on me dit le sujet, par exemple, c'est l'art africain. Les œuvres d'art. Les œuvres d'art à rendre, oui, pour le coup. Très bien. Et c'est pas le sujet, est-ce qu'on doit rendre ou pas rendre. Je rentre même pas dans ces considérations-là. C'est un sujet qui doit se régler, à la limite, dans les coulisses. Culturel. Mais dans la diplomatie culturelle, etc. Mais est-ce que c'est un sujet? Est-ce que la personne qui se réveille le matin à Ouagadougou, elle pense aller au musée? Non, on est d'accord. Moi, j'ai jamais vu. Déjà, les musées en Afrique, pour moi, c'est des scams, pratiquement toujours. Tu payes une fortune pour un truc où il n'y a rien. Construit par X ou Y, mais tu as 3 affiches et 2 statues. Directement, ouais. Et le sujet principal pour les gens, c'est que quand toi, tu as à manger tous les jours, que tu n'as pas de problème de santé, etc., bah, tu penses au loisir. Bien sûr. Mais quand ta question primordiale, c'est de manger le matin, le midi, 2 fois par jour, et si possible 3, de nourrir tes enfants, l'éducation, etc., et la santé, qui est un vrai défi aussi, la santé, eh ben, c'est ça ta problématique. Règle d'abord ça, et après, on parlera du reste. La pyramide de Maslow, ça quand c'est on clair. parle des enjeux LGBT... Ou, ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais je dis, mais attendez, mais il y a un problème. Non, c'est sûr qu'il y a un décalage entre l'Afrique d'aujourd'hui, et non, du moins, les valeurs, entre guillemets, africaines et les nouvelles valeurs qu'on a eues avec le wokisme, qui prend petit à petit fin avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis et qui influence aussi le truc. Et bon, il y a eu plein de théories. Hein. Moi, je ne vais pas passer sur toutes les théories. Il y a certaines théories qui estiment que certaines théories wokisme seraient là pour limiter les naissances, par exemple. Bon, on tire ça dans l'extrême. Et d'autres seraient différentes. Bon, je ne vais pas ouvrir cette porte-là parce que ce serait un peu trop truc. Mais moi, l'idée, c'est plutôt de partir sur la porte du business et parler des nouvelles technologies. Est-ce que, quelque part, après tout ce on vient de passer sur pas mal de sujets, est-ce que la technologie ne serait pas le sauveur, entre guillemets? Mais quand je mets technologie, je mets beaucoup de entre guillemets. Pourquoi? Parce que j'estime que, par exemple, l'Europe et l'Occident s'est développé en son temps avec les technologies de l'époque pour construire des ponts, des infrastructures, des machins. Ils avaient une technologie de construction de la vapeur, du moteur à vapeur, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'Afrique fait des bons technologiques, par exemple avec le mobile banking, le téléphone portable, qui permet par exemple la bancarisation en Afrique, ce qui n'était pas le cas hier, par exemple. Donc on a réussi à sauver tout un pan économique et rattraper un retard. Aujourd'hui, on a Internet, aujourd'hui, on peut payer par mobile et autres. Est-ce que ce nouveau modèle n'est pas quelque part la voie de développement basée sur la technologie? Et pour le coup, l'IA peut être aussi un canal, alors, par exemple. Je suis très partagé. Je vais te faire une réponse à la Emmanuel Macron, oui et non. Mi-fiche, voilà, et en même temps. D'un point de vue, alors le début, oui, la technologie est toujours importante et l'IA va révolutionner beaucoup de secteurs partout dans le monde. Oui, d'accord. Maintenant, spécifiquement sur l'Afrique, et sans vouloir globaliser, il manque les choses de base et l'économie, c'est de l'énergie transformée. Quand on a un accès au kilowattheure qui est extrêmement cher, élevé, quand on a des factures qu'on ne comprend absolument pas, je demande à quelqu'un de comprendre les factures de la Sénélec ou de la Nigélec, c'est assez complexe. Donc quand on ne comprend pas les factures, qu'on a un coût du kilowattheure qui est élevé, qu'on n'a pas de route, qu'on n'a pas de chemin de fer, surtout du chemin de fer, on ne peut pas se développer. Quand on voit la Chine, le chemin de fer entre 2011 et 2025, la Chine a eu l'intelligence de faire ce que les pays d'Africains n'ont pas fait. Elle n'a pas développé que les grandes villes. Elle a fait un maillage ferroviaire partout. Surtout les petites pour villes. Que les gens dans les campagnes puissent rejoindre la ville et travailler rapidement. Partout. Et aujourd'hui, il y a une classe moyenne chinoise qui représente 20% de la population. Bien sûr. Donc ça, les gens, ils se disent, oui, alors évidemment qu'il va y avoir sur le mobile banking, etc. Je sais qu'il y a des améliorations. Mais quand on voit que dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'état civil. Oui, en tout cas, il y a des difficultés avec les états civils. Il n'y a pas d'état civil. Il y a le taux de bancarisation extrêmement fait, etc. Quand je vois qu'il n'y a pas la base, moi je dis déjà attaquez-vous à la base. Et la base pour moi, c'est le chemin de fer. Parce qu'aujourd'hui, toi qui es à Paris, et on est à Paris, demain si tu veux aller à Lyon, bah, tu vas dire, tu vas regarder le train. Tu vas aller à Marseille, tu vas regarder le train. Tu vas rarement penser voiture. En Afrique, il y a pour moi 3 problèmes essentiels. Un coût de l'énergie extrêmement important. Et tout est bloqué sur la route. Les routes qui sont dangereuses ou qui sont bloquées. Et le 3e problème, c'est des liaisons aériennes panafricaines qui sont extrêmement coûteuses.
Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. L'Afrique est la machine à cash des compagnies aériennes. Une Ah compagnie aérienne, elle gagne pas d'argent, enfin elle gagne peu d'argent sur un Paris-New York. Elle en gagne énormément sur un Paris sur un aérien. Paris-Bangui ou sur un Paris-N'Djamena. On est d'accord. Mais pour rebondir, il y a certains pays d'Afrique qui ont commencé à faire des développés. Il y a même des routes. Il y a même des présidents qu'on appelle présidents du pont dans certains pays ouest africains, du fait qu'ils ont construit tellement de ponts et de routes que, au final, ils ont fini par avoir ces trucs. Bon, c'est clair que ces pays, ces présidents-là, même si politiquement on peut être pour ou pas, c'est pas ça le sujet, mais ils créent des infrastructures pour le lendemain et pour demain. Et donc, ces infrastructures existent. Mais j'ai une question un peu subtile que je viens de comprendre dans ton propos. Est-ce que pour toi, il y a une réelle différence, en tout cas en termes de développement ou peut-être d'impact, entre la route et le rail? Alors, la route, en général, pourquoi les pays africains ont un problème avec le rail? Pour une question très simple, c'est une question d'écartement. À l'époque coloniale, on a fait des écartements qui étaient différents suivant les pays. Ok. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les pays, les grandes puissances, avaient peur qu'en cas de conquête, on puisse raccorder le rail entre eux. Donc, ils ont fait exprès d'avoir des différences d'écartement. Ok. Donc, on ne peut pas raccorder un rail de tel pays avec tel pays, c'est pas possible. Ok, donc ils ont, en plus du morcellement, Ouais. ils ont sciemment évité qu'on puisse faire Pour des éviter- rails qui relient Ouais. directement. Ok, et comment ça se matérialise, le fait que les rails ils ont éloigné les capitales, ils ont... Non, en fait, l'écartement du chemin de fer n'est pas le même. Donc, on peut pas, les locomotives ne pourront pas rentrer. Parce que vous avez un écartement qui n'est pas. Il y en a un qui fait par 1000 mm et l'autre qui va faire 1034. Ah, ils ont mis... Ok, donc L'écartement ils ont du- foutu toutes les rails. Ah, ils n'ont pas fait pareil les rails. Non, l'écartement n'est pas le ok. même. Ce qui fait que quand les gens disent mais pourquoi on ne rallie pas tel pays à tel d'accord. pays, on ne peut pas. Il Ou n'y alors, a pas des adaptateurs qui sont non, possibles de... aujourd'hui, pour faire, il faut faire ce que moi je recommande, c'est-à-dire au standard international, comme Bien on a sûr. aujourd'hui en France, c'est-à-dire faire un chemin de fer, Mhm. comme il y a eu au Sénégal, par exemple, avec un chemin de fer qui permet aux populations de se déplacer. Parce que souvent, on le voit quand même quand on va dans une gare qu'il y a différentes rames Oui. de rails. Donc, Et majoritairement, il y a eu encore des projets sur lesquels on était encore sur du rail colonial. Et moi, je dis, mais attendez, mais c'est terminé. Donc en Faire un fait, standard il international. faut repenser tous les rails Il faut au travers. en fait, quand il y a la décolonisation, les pays se sont posés la question suivante. On a des minerais, ils sont côtiers. Maintenant, pourquoi on va dans les minerais intérieurs? Parce qu'on commence à épuiser ceux qui sont côtiers. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait des routes? Parce qu'une route, ça coûte 1 million d'euros le kilomètre, Bien sûr. alors que le rail, ça coûte entre 3 et 5 millions d'euros le kilomètre. Ah, Sauf- les rails coûtent plus cher que Ouais. les... Ah, sauf, d'accord. sauf que des rails, tu les changes tous les 50, 100 ans. Enfin, alors qu'une route, au bout de 10, 15, 20, ça dépend de la pression des pneus D'accord. et du volume et du trafic, tu es obligé de la renouveler. Donc en fait, sans te couper, on est d'accord que les rails sont une infrastructure plus solide Ouais. que la route. Donc quelque part... Plus solide et même avec un impact plus important parce que tu peux faire du transport de colis, fret. de fret, tu peux faire du transport de minerais, tu peux faire aussi du transport de personnes. Donc, Ok, donc on ça- peut faire tous on les peut types. faire plusieurs choses. Pas avec les. Je ne vais mêmes. pas rentrer dans le détail technique, mais ça ne sera pas les mêmes wagons. Néanmoins, il y a une possibilité de faire beaucoup avec le rail qui est souvent sous-estimé. On en parle rarement. On a des conférences sur plein de choses en Afrique, rarement sur le rail. Sur le rail. C'est intéressant de voir justement des gens qui parlent, parce que moi, petit à petit, je m'intéresse au sujet d'infrastructure en général, et c'est clair que c'est un monde à part entière, hein. Déjà sur la temporalité, voilà. J'ai entendu dire qu'il y avait certains projets qui avaient du mal à avancer du fait que justement, il n'y avait pas de potentiel assurantiel sur cette temporalité de 30 ans, 40 ans qui demande de construire un projet, et que souvent certains projets comme celui dont on a abordé étaient par exemple retardés. Aussi le fait que certaines nouvelles technologies sont capables de pouvoir identifier une infrastructure et dire son potentiel, parce que pricer une infrastructure, clairement, c'est difficile. Je veux dire, qui peut donner la cotation d'un pont comme ça à l'œil nu en disant bon, ce pont-là il vaut tant et machin. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les images satellites sont capables de voir un trafic sur une autoroute et estimer quel peut être le potentiel en temps réel de cette autoroute. Qu'est-ce que tu penses de tout ça par rapport à Regarde, l'infra? là, je te prends un exemple, par exemple, sur l'autoroute qui fait Diamniadio-Dakar, Dakar, oui, qui Sénégal. est toujours encombrée, tu mets un temps fou, c'est complètement fou. Comment ça s'est passé? Eiffage, ils ont fait des études, Ouais. mais ils ont, avec leurs ingénieurs, ils ont augmenté peut-être de 20% le trafic en disant il y a un secteur informel, alors qu'il représente la majorité. Mhm. Et donc finalement, elle a été conçue, mais de façon
anormal par rapport à la situation réelle, parce qu'il y a un trafic qui est bien plus important que ce pourquoi elle a été conçue. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une économie informelle qui n'est pas comptabilisée dans les statistiques. Ok, donc en gros, l'informel a impacté même Bah le oui, parce dimensionnement ou la Bah oui, parce qu'il y a pas volumétrie de statistiques. de l'infra. Eux, ils ont pris les statistiques Ok. formelles données par l'État. Et alors qu'en fait, ça ne correspond pas. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec Diamniadio et Dakar, qui est un enfer. Et donc les gens n'ont pas envie d'habiter à Diamniadio, tout le monde reste à Dakar. Et Ah donc ouais. la ville ne se développe pas. Et en fait, ce schéma-là, il est en fait pour moi d'absence de pensée long terme. Il faut penser Ok. long terme. Les Chinois, ils ont un horizon 2050. La route Et de c'est la pour, soie, et c'est par pour ça exemple. que parfois je ne suis pas, moi, un fervent défenseur de la démocratie dans certains pays en Afrique, Ok. même si je trouve que la démocratie, c'est très bien. Parce que quand tu dis que tu n'es pas un fervent défenseur de la Non, parce que pédographie, là, il faut Ouais. argumenter un peu, Oui, là, parce que... tu vas comprendre pourquoi je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans certains pays, Mm. c'est pas qu'il faut pas une démocratie, c'est que si on a un régime qui est militaire et qui a une feuille de route claire et qui a du développement, Bien sûr, vaut mieux ça que... il vaut mieux ça qu'un pays où il y a des alternances. Regarde, nous on a une alternance en France démocratique. Mm. Bon, on a un pays qui est bloqué ou qui régresse depuis 30 ans. Donc pour moi, il vaut mieux un horizon. La Chine a un très bon Bien fonctionnement. sûr, C'est pas que les Chinois sont plus intelligents individuellement, c'est ils sont qu'en masse, disciplinés. 1,4 milliard de personnes pensent avec la même direction. D'accord. Et on demande à n'importe quel Chinois qui est né en 1950, 1970, 1980, est-ce que tu vis mieux que tes parents? Il te dira oui. Oui, pour le coup, il y a eu une évolution, Il y a eu une évolution. du niveau de vie chinois. Quelque part, pour toi, le modèle chinois serait un modèle qui correspondrait plus aux besoins, par exemple, africains ou occidentaux, En fait- je pense pas, puisque En fait, ça va peut-être pas passer. il faudrait réussir à avoir... Un jour, il y a un chef d'État africain qui m'a dit quelle est la différence entre les Chinois, les Français et lui, son pays, mais je ne vais pas dire son pays. Ouais. C'est les Chinois, ils ont une pensée extrêmement long terme, c'est-à-dire ils vont travailler pour eux pour un bol de riz, leurs enfants pour 2 bols de riz, et la troisième génération, elle dira merci grand-père, grâce à toi, je suis propriétaire d'usine. C'est ce qui Ok. se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pour les Français? Dites-vous, vous travaillez pour vous. Dans le meilleur des cas, si vous arrivez, vous pensez à vos enfants. Oui, d'accord. Et les Africains, ils disent nous, dans notre pays, il m'a dit, enfin il a dit son pays, mais ça pourrait être à d'autres pays en Afrique. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest ou du Je centre? vais pas Non, rentrer dans juste de trucs sans le gars. Ouais, mais pays juste d'Afrique pour de voir. l'Ouest. Ok. Quand on a un enfant qui est avocat, etc., qui a 23 ans, 25 ans, on se demande qu'est-ce que lui, il peut faire pour nous. Nous, on ne se demande pas qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Pour lui. On se demande qu'est-ce que lui, il peut faire pour nous. Comment il va pouvoir m'aider, moi, à rester. Ok. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Afrique, il y a des chefs d'État qui ne donnent pas de dauphin, qui ne nominent pas de dauphin, ou en tout cas qui n'assurent pas leur succession, parce qu'ils pensent que, non, mais tant que c'est moi, je reste au pouvoir. Ouais, d'accord, il n'y a Et, pas ce et en passage. fait, c'est pas que moi j'ai toujours dit, c'est pas question de rester tant d'années au pouvoir. Moi, j'ai pas de, enfin, moi je traite avec tout le monde. Que demain il y a un putsch militaire, etc. Ça me Toi, dérange t'es un pas. businessman, on est d'accord. Ouais, je rentre pas dans ces Il est pas détails-là. là. Les gens D'accord. sont souverains chez eux. Bien sûr. Je traite avec tout le monde. Il y a des choses que je critique parce que moi, mon prisme, c'est économique. Si je vois un régime démocratique et qu'il n'y a pas de développement, je vais le critiquer. Si je vois Bien sûr. un putsch et il n'y a pas de développement, je vais le critiquer de la même manière. C'est juste Ok. ça, mon prisme. Mais quels sont tes deals actuels? Quels sont tes objectifs, tes opportunités que tu vois actuellement pour parler un peu business, pour comprendre un peu? Parce que quand tu dis Alors- deal avec tout le monde, pour qu'on comprenne un peu. Alors, là, par exemple, tu parlais tout à l'heure du projet Africa Rail, qui est un Ouais. projet qui a été avec beaucoup de rebondissements juridiques. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais tu avais 3 personnes qui étaient intéressées par ce chemin de fer. Mhm, Tu avais Bolloré, bien sûr. qui a fait ce chemin de fer avec un accord commercial avec 2 États, Mhm, qui a été remis en question à l'époque par Africa Rail, bien qui sûr. avait les droits à l'origine en Sur le 99, depuis 89 sur le tracé. Tu as l'ancien patron de l'OPEP, l'homme d'affaires béninois qui s'appelle Samuel Dossou, Dessous, ouais, qui est maintenant au Nigeria. Lui, Mm. qui était aussi intéressé, qui s'est retiré, et il reste maintenant que Africa Rail intéressé par ce projet. Moi, j'ai essayé de dealer avec plusieurs personnes, avec les Américains sur le projet, avec les Chinois. Et aujourd'hui, même la Chine est frileuse pour se lancer sur la zone parce qu'elle a un problème sur le pipeline entre le Bénin et Niger qui Ok. n'est pas opérationnel parce qu'il y a des attaques de façon continue sur le Ah oui. pipeline et que le Niger a une avance de financement qui Mhm. devait être remboursée sur 12 mois, qui n'a pas été remboursée. remboursée. Je crois que c'était 400 millions de dollars et qui a redemandé une avance. Et aujourd'hui, il y a un conflit entre la Chine et le Niger. Donc, tant que la situation n'est pas assainie, c'est très compliqué. Maintenant, il y a des deal spots que je fais, comme je t'ai dit, Mhm. dans l'or, dans d'autres sujets, entre un acheteur et un vendeur où c'est beaucoup plus
court terme. Court terme sur le... Et pourquoi je suis sur les deux sujets? Parce que sur les deals long terme, entre les reversements, Et la les géopolitique. etc., tu brûles beaucoup d'énergie et parfois, tu n'arrives pas. Mais ce que je peux dire d'une chose certaine, c'est que les problèmes de développement sont presque jamais liés à des acteurs privés, Mais toujours liés à privé. des États. Ouais. C'est les problèmes institutionnels qui permettent, parce qu'il y a parfois des conflits entre États, Bien parce sûr. qu'il y a des renversements de gouvernance, et parce qu'il faut expliquer à la nouvelle autorité quand on a traité avec la première et qu'il y a un renversement. Moi, je dis je traite avec vous comme avec l'autre. On a signé un Et papier. que les gens disent oui, mais vous avez été avec eux, donc vous êtes de l'ancienne équipe. Donc nous, D'accord. on veut plus traiter avec vous. D'accord. Et en fait, c'est ça les problèmes qu'on peut avoir. Qui fait Ok. que les délais s'allongent. Il faut avoir le temps en Afrique. C'est ça. Ok, le temps, comme on dit en Afrique, ils ont le temps, on a la montre, ou on a la montre, on a le temps. Donc, je vais essayer de prendre quand même ton idée, parce que dans l'idée du podcast, pour réexpliquer un peu l'idée du podcast, au-delà de la discussion, c'est aussi l'action. C'est un podcast qui se veut dans l'action, et c'est bien d'avoir des gens qui viennent d'un secteur, qui ont une vision, qui ont une expérience, et qui puissent impulser cette jeunesse, impulser ces spectateurs à faire des choses ou à changer des choses quelque part. Et souvent, on le fait soit par des idées que les gens nous donnent. Et donc, l'idée, c'est de te demander quelle idée que tu penses pourrait changer les choses. Elle peut être de toutes sortes. Et derrière, on essaie d'accompagner ou d'améliorer cette vision ou d'y être. Alors, moi, je dirais la formation des femmes. Bien Et sûr. je vais dire pourquoi. Et moi, c'est pas du tout dans une pensée wokiste ou Ouais, féministe, ouais. pas du tout là-dedans. Mais pourquoi les femmes? Parce que celles qui travaillent le plus en Afrique sont les femmes, qui ont un enfant, qu'on voit sur les marchés, qu'on voit sur la route, etc. Bien sûr. Donc, former les femmes et les intégrer beaucoup plus dans le secteur formel. Formel. Deuxième chose, la santé. Pour La que aujourd'hui, et la santé, ça passe par l'eau. Ensuite, développer l'économie locale. Il y a beaucoup de gens encore, je parle sur la nourriture, qui pensent qu'il faut acheter des produits étrangers parce que alors c'est que- meilleur. Alors qu'il y a des produits au niveau local, il n'y a pas de branding local. Qui est fait. Aujourd'hui, les gens achètent des marques. On achète une sauce Magie, on Bien achète du chocolat Milka, je ne sais pas, parce qu'il y a un branding qui est fait. Fait. D'ailleurs, Faut faire suisse. ce branding. Il faut qu'il y ait un branding africain qui permette qu'il y ait De vendre des produits au niveau locaux. local. Et puis, arriver avec une possibilité d'avoir un coût de l'énergie qui permette à des industries de se De développer, pouvoir sinon on ne peut pas venir. Voilà, Ok. c'est tout simple. Et ensuite, mettre la pression fiscale sur des secteurs où il y a la possibilité, comme j'ai parlé sur le cloud services par exemple, Voilà. sur le cloud, où on peut déjà taxer des flux de données De donner. qui peuvent rapporter de l'argent à l'État. Et ça, c'est des choses qui existent concrètement. Ok, bah, je te remercie. Déjà, Plaisir. bah, vous avez tous entendu l'ensemble des projets que Jérémy vient de lister. Donc, si vous êtes intéressé par l'un des projets, pour avoir une réflexion autour de ces projets-là, ou même pour lancer des groupes pour essayer de réfléchir, de pousser ou de développer, on peut utiliser et accompagner ces réflexions-là avec différents partenaires aujourd'hui qui nous accompagnent au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du cloud ou même au niveau des ERP. Donc, Jérémy qui nous fait la liste de ces projets, je suis sûr que sera très heureux d'être Avec plaisir. soit un chef de projet ou un conseiller ou même un inspirateur de ces projets. Donc, s'il y a l'un des projets qui vous a inspiré dans la liste que Jérémy vient de nous donner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou dans les liens en bas de la vidéo et puis aussi partager et profiter de ce moment. Donc, c'était un plaisir. Plaisir Jérémy, partagé. je te remercie en tout cas. Merci, je t'apprécie. Merci encore. Un grand plaisir à toi et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Clap. Fallait pas casser la porte. Hein. Là, ça serait beau.